Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou l'inverse aussi quand même pour évidemment un petit peu de galanterie pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles qui va être consacré donc au pay-per-view de la WWE Extreme Rules. C'est Brousty comme à l'habitude maintenant si vous êtes habitué qui présente donc l'émission, une émission de sudistes parce que parfois vous avez quelques petits nordistes, un alsacien, même un québécois, un nantais, mais cette fois-ci tout est vraiment en ligne sous Clermont quoi. Alors moi je suis le plus haut d'ailleurs, je suis à Bordeaux, donc on va passer sur le Niçois, le fan incontesté de DDP, la mémoire de la WCW, et puis j'en passe, enfin bon voilà, on va pas non plus trop lui brosser les pompes, et voilà. Salut Renaud. Salut Brosty, salut tout le monde. Et bang, un petit message pour DDP. Parce que Voilà. DDP nous écoute, faut le savoir quand même. Oh bah il y a intérêt vu le nombre de fois où il est évoqué, oui. J'ose penser, oui. Et sinon, ben le prochain, il va nous entamer une streak. J'ai l'impression qu'il va battre celle de Undertaker. Hein. Vous étiez habitué à le voir spécialement que pour les grands pay-per-view, que pour WrestleMania ou SummerSlam. Cette fois-ci, il nous fait l'honneur d'être là pour Extreme Rules. Et de Marseille, c'est Kevin. Salut à tous, salut, une émission qui sent bon le thym, le romarin, le pastis, les ail et fines herbes. Parfait. L'huile d'olive. Ah l'huile oui. d'olive aussi. Les L'huile d'olive, cigales, très tout important. ça, oui, voilà, oui. Quoique On les est très cigales, heureux ça se d'être avec cuisine vous. pas, ça, mais bon. Non, c'est vrai. Je recommence une streak, parce que pour rappel, j'avais ta petite place avant Brousty, donc je n'ai raté aucune émission, et puis malheureusement, je suis parti. Tu m'as formidablement bien remplacé, donc du coup, j'essaye de réentamer une streak, mais je pense qu'à mon avis, elle va pas tenir longtemps. Enfin, j'espère. J'espère pas, en tout cas, surtout. On verra. Et là où un chien a aboyé, c'est C'est chez Rick Steiner. C'est notre nouveau. Il est du forum, enfin il est sur le forum FN Lutte et donc il vient de Toulon et c'est Rubenito, voilà, que je me trompe pas. Salut Rubenito. Exactement. Bonsoir à tous et je suis ravi de faire partie de cette aventure pour la première fois, ça a l'air bien. Il y a des bons accents du sud, c'est cool. Et On oui, verra voilà. bien ce que ça donne, tout ça. Il y a de tout, ouais. Voilà, toi t'as un accent donc Toulon. Après voilà, moi c'est l'accent vraiment pur sud-ouest. Il y a le sudiste et puis il y a le, je sais pas lui, Renaud, lui il est bizarre. Enfin bref. Bonjour. Il est trop Voilà. près de la frontière, c'est pour ça que ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Mais sur ces conciliations, on va quand même passer au programme. Donc avec au programme Extreme Rules, comme je vous le disais précédemment, et un léger petit retour sur le Raw parce que ils ont décidé dans cet épisode de faire un tout petit changement. Bon, on va pas non plus y passer une demi-heure sur ça, mais quand même on va un petit peu y passer. Et il y aura une info exclusive que je crois Kevin va donner, donc on verra à la fin, qui concerne un catcheur que vous adorez. Donc voilà. Ah oui. Et oui, voilà, restez. tout à fait. Il y Voilà. a des grosses annonces, Brosty, en fin de podcast. Ah oui, en plus, oui, voilà. Plus sûr. Là, c'était un premier teaser. Et Ouais. le suivant, ça viendra au fur et à mesure. Et donc, et voilà. Et notamment D'accord. un paquet de post-it à gagner pour la fin de l'émission. Un paquet de 50 post-it offerts par Russell. C'est beau. Je suis usagé ou pas les potes? Mais on va y aller après ce jingle, voilà. Si, on... Donc nous revoilà, on a laissé les post-it pour l'instant dans l'arrière-boutique. Et on est à l'Ice Center de East Rutherford. Enfin, on est devant plutôt à la télé, devant l'ordi, enfin devant tout ce que vous voulez pour voir donc Extreme Rules, qui débutait par un pré-show, je dirais légendaire. Légendaire, Oui. C'était un TLC match qui valait des TLC matchs. Oui, LC, oui, qui veut dire tout petit ou pipi. C'est pas très glorieux ça pipi comme définition, donc c'est plutôt tout petit. Et qui opposait les données à El Torito à Hornswoggle et Hornswoggle qui est donc maintenant rangé avec les Free NB demi quoi du coup. Et El Torito l'a emporté après 10 minutes 53 tout de même. Alors, on a eu de tout et on a eu un mini annonceur, un mini arbitre et une mini table de commentateurs avec Micro Cole, Jerry Smoller et oui BL. Tout petit BL, hein, pas pipi BL. Voilà. Et on est deux à l'avoir vu et il y en a un qui est tombé complètement sous le charme, c'est Rubenito. Ah oui, carrément. Moi, je suis allé en marche arrière pour le voir parce que j'avais un peu zappé et puis en ayant entendu des bons retours, j'y suis retourné. Enfin, je suis allé le voir. Et rien que la présentation des trois à la table des commentateurs, elle était mythique avec
avec Michael Cole, enfin le mini Michael Cole qui faisait la pub pour le network toutes les 14 secondes, les deux autres qui se foutaient de sa gueule. Il y avait les vrais qui intervenaient par-dessus, c'était vraiment marrant, je trouve. Et le match en lui-même a été quand même très dynamique, malgré tout ce qu'on aurait pu penser. Et Torito, bon, on sait que c'est un vif quand même, et Hornswoggle, il a bien vendu, il a bien livré ce qu'il fallait. Je trouvais que c'était vraiment bien, quoi. C'était très dynamique, tout le monde s'en est un peu mêlé. Ouais, il y a eu des belles planchas, il y a eu notamment un saut de McIntyre par-dessus la troisième corde sur tout le monde qui était assez sympa. Enfin, Ah oui, c'était superbe. Et il y a eu aussi la version McIntyre tout seul. 450 ouais. qui s'est écrasé sur une table. Donc, Ouais, c'était bien. Franchement, le finish était bon. Après, on va pas y passer 5 heures non plus, mais ah oui, non, bien non, sûr. tout était bien, quoi. Non, mais voilà, moi j'apporte ma petite analyse. Ouais, il y a eu du holy shit assez mérité. Hein. Non, c'est vrai. Après, il y avait quelques doutes au départ, parce que c'est vrai qu'El Torito, c'est un mini. Hein. Au Mexique, il y a beaucoup de nains qui font du catch, donc voilà, il a de grandes capacités par rapport à sa gueule quand c'est beaucoup plus limité. Et du coup, il y a un sacré mélange de divertissement. C'est de très loin, vraiment. C'est parfait, c'est ce qu'on attend après tout. WWE Entertainment, donc sur le coup, ça a très bien tenu cette ligne. Sur le coup, là, tout le monde avait très peur du match, mais finalement, c'était quand même assez excitant à voir et tout bien fait, ma foi. Vraiment, moi j'ai presque cru un Topi Suicida de Hornswoggle à un moment donné, mais il s'est écrasé contre les cordes, c'était marrant ça. Et le finish est bon. Ouais. Qui sortait, à un moment, Torito il va sous le ring, il va chercher une chaise normale, et il dit non, elle est trop grande, il la vire et il sort une toute petite chaise de bébé. Enfin, c'était marrant, quoi. C'était vraiment pas mal. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, voilà, parce qu'il y a mini table, mini échelle, mini chaise. Ouais. C'est rigolo. En plus, Ouais, c'est vrai que les Los Matadores et les Free NB ont été très utiles aussi, parce que c'est vrai que 1 contre 1 ça aurait été un peu léger. C'est très bien aussi qu'il y ait les autres, parce qu'ils ont ajouté une grosse dimension, comme tu le disais. Ouais. Vas-y Renaud, oui. Ouais, ce qui est bien, Bruce, j'interviens, j'ai pas vu le match, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont poussé le vice au maximum. Donc ils sont allés vraiment dans la déconnade entertainment, le fait qu'il y ait les commentateurs, tout ça. Et c'est vrai que c'est une tradition un peu à la WWE de mettre toujours des nains. Et généralement, les nains, ils sont dans un match avec des vrais catcheurs. Bon, là, il y a eu beaucoup d'interventions, comme vous dites depuis tout à l'heure, avec les QMB, tout ça. Mais d'habitude, à chaque fois qu'il y a un nain dans un match, il est soit associé à un catcheur. Par exemple, Hornswoggle avait déjà catché en pay-per-view. Ouais, Hein. Oui, mais Hornswoggle en plus avait déjà fait un match, par exemple à 2 contre 2, ouais. où ils avaient affronté le Miz et Morrison. Il était en équipe avec Finlay, c'était à Night of Champions 2008. Et t'avais même aussi le mini Boogeyman qui avait été là une année où il avait fait équipe avec Boogeyman contre Finlay et Hornswoggle aussi, c'était à Nowhere 2008. Donc il y a toujours eu des nains quelquefois comme ça dans les années différentes, mais toujours associés à des catcheurs. Et là d'avoir fait 1 contre 1, ouais, c'est pas mal. Puis El Torito sait faire beaucoup de choses. Il a fait le mini Rumble avec que des nains aussi. Exact. Et ouais. là, c'était ridicule un petit peu. Par Et là contre. ouais. Là C'était ouais. mal fait, c'était ridicule. Mais le match là était bien, quoi. Ah oui, non mais c'est à voir. Hein. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir un peu partout, je pense, sur YouTube, Dailymotion ou autre. Y a pas de souci avec ça. Et donc voilà, parce que c'est ça le manque malheureusement quand on regarde en français sur AB1, ils n'ont pas le pré-show forcément, qui est exclusif au network en plus là cette fois-ci. Donc du coup, ouais, voilà. Mais c'est à voir, hein. Vraiment. Non, c'est pas une blague. Après, moi, je m'étais dit, je vais pas me taper 1 heure de pub pour le network avec un match de nains au milieu. Et finalement, j'aurais dû, quoi. Ouais, non, mais en plus ça passait, ouais, c'est vrai, ouais. Et il y avait Sheamus dans le panel, bon, on en reparlera un petit peu après, qui s'est endormi un petit peu pendant un certain match un peu plus tard dans le show, ouais, bon. Le pauvre. On va passer quand même à l'opener du vrai pay-per-view, malgré déjà un début quand même qui a mis le public en feu. C'était un match à 3 qui est devenu un match élimination à la dernière seconde, même Michael Cole ne le savait pas. Donc il opposait Cesaro accompagné de Paul Heyman à Rob Van Dam et Jack Swagger accompagné de Zeb Colter. Victoire de Cesaro après 12 minutes 34 en ayant éliminé Rob Van Dam tout à la fin, après que Jack Swagger ait été sorti en premier. Petite réaction auditeur à Kevin Fages qui lui a dit très bon opener, les 3 lutteurs étaient impressionnants avec une mention spéciale pour Cesaro qui lui impressionne chaque semaine. Une fin avec RVD et Cesaro, c'était cool à voir. Et un petit nouveau aussi qui réagit, un fan, le professeur Rollins, Passette, qui a dit que ce match devait servir à mettre Cesaro en valeur. Ce fut fait avec une rencontre mitigée, première partie laborieuse, avec beaucoup d'approximations dans les coups portés. RVD lui semblait mou dans les impacts jusqu'à l'élimination de Swagger qui accélère le rythme et l'intensité du combat. Le problème de ce match, bon déjà le fait que Cole ne savait même pas que c'était un match à élimination, ça faisait un peu tâche.
Mais surtout, c'est vrai que bon, certes Rob Van Dam est attaché à Extreme Rules, mais bon, ça paraissait un petit peu bizarre avec Swagger au milieu. J'ai trouvé un petit peu dommage aussi l'absence finalement de Colter et de Heyman, qui était bien parti au début quand le lendemain de WrestleMania, Heyman introduit Cesaro comme son nouveau boy, et que là finalement il y a eu un truc qui se créait entre Colter et Heyman, et là finalement on l'a pas trop vu, il n'y a pas vraiment eu d'interaction avec eux, et du coup ça m'a paru un match un petit peu bizarre. On avait l'impression que c'était un match bouche-trou, alors que non, au contraire, c'est un truc qui peut avoir de la valeur, qui peut avoir du caractère, et finalement je suis resté un petit peu sur ma faim. L'élimination de Swagger m'a paru un petit peu bizarre. Je pensais que justement le tombé se ferait sur lui par Cesaro. Et puis après, pour le côté extrême, une seule utilisation de la poubelle, ça fait un peu aussi maigrichon. Mais sinon, non, le match en lui-même a été bon. J'ai pas trouvé Rob Van Dam trop à côté de la plaque. Et Cesaro, est resté Cesaro, donc là-dessus rien à redire. Mais finalement, non, ça a été un bon match. Ça ouvre bien le show. Rubenito, t'as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé à partir du moment où Swagger a été éliminé. Je trouvais que le match était bon. Après, Swagger, je pense qu'ils ont fait tout ça, qu'il se fasse éliminer rapidement, qu'il n'y ait pas trop d'interaction entre Heyman et Colter pour finir la rivalité, pour qu'ils puissent en entamer une avec Adam Rose apparemment. Et donc du coup, oui, ça finissait un petit peu la rivalité. Et comme ça, celle de Rob Van Dam contre Cesaro va continuer. Et ouais, je sais pas, après, j'ai pas trouvé bon, moi. Je sais pas pourquoi. J'étais peut-être pas encore dedans. Mais je l'ai pas trouvé bon comme match. À part la fin, un petit peu où ça s'est emballé, quoi. Le climax final était bon, mais après, j'ai pas trop aimé. Renaud? Non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ce qui m'a plu aussi, c'est, comme je le dis souvent, mais pour les triple threats, j'aime pas quand les mecs se mettent à 2 contre 1. Ça devient un pseudo handicap match. J'avais peur que Swagger et peut-être Cesaro, même s'ils sont en feud, c'est vrai, mais j'ai peur très vite, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils frappent Rob Van Dam. Bon, ils ont fait un double coup de coude, mais après, ils ont très vite lâché l'affaire et Cesaro a frappé Swagger. Non, Donc parce ça que m'a plu. voilà, non, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que là, vraiment, les trois étaient vraiment en rivalité, Voilà. voilà. Et ça a été respecté sur le pay-per-view, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des rivalités en weekly, puis finalement, au pay-per-view, les mecs s'associent. Là, c'est vraiment resté un triple threat match du début, pratiquement à la fin, parce qu'il y avait une élimination, donc c'est devenu après un 1 contre 1. Et là, je vous rejoins totalement. Quand ça devient un 1 contre 1, c'est encore meilleur quand Swagger se fait sortir, que c'est la finale entre Cesaro et Rob Van Dam. C'est très très bon, mais c'est quand même 3 catcheurs hyper intéressants, en tout cas pour moi, hein, dans un ring, ils savent faire beaucoup de choses. Un truc, si je peux me permettre, c'est que ça soit un match pour devenir prétendant à une ceinture, ça aurait été mieux. Il y avait une rivalité, mais c'était pas assez piquant, quoi, on va dire. Ouais, ça manquait de fond en fait. Ouais, voilà. C'était un petit peu là pour boucher. S'arracher, quoi. Je suis bien d'accord. C'est vrai que ça aurait pu, oui, il aurait pu avoir une carotte au bout. Bon, elle y est pas, mais après Kevin qui parlait, il n'y a pas eu trop d'armes. Bon, même si dans les triple threats, on peut utiliser les armes, le match il n'est pas vendu sur ça, quoi. Même s'il y a Rob Van Dam. Enfin, c'est dommage, il y a Rob Van Dam, quoi. Voilà. Ouais, il y a Rob Van Dam, mais je veux dire, voilà, on savait très bien que les armes, on allait les retrouver pour le Kane Bryan après, ou voilà. Un triple threat avec 3 gars qui sont très bons in ring, généralement, ça n'a pas vraiment besoin d'armes. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Faut pas piquer trop de matos aux autres. Mais ouais, non, c'est vrai que bon, malheureusement, à la WWE, si t'as pas la stipu qui est vraiment ordonnée, s'il n'y avait pas c'est vrai que dans ce genre de stipu, voilà. normalement, tu peux utiliser divers objets, mais bon, limite, ils auraient dû rajouter le truc après no DQ et compagnie. Enfin bon, voilà. Elle est très carrée la WWE sur ça, donc j'étais même surpris. Je croyais qu'il y aurait jamais aucun objet qui allait sortir dans ce match. Donc autant dire que bon. Après, pour moi, ça sortait du match WLC, justement, où il y avait eu des armes de partout, puisque c'est juste après, finalement. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas voulu avoir 2 matchs avec beaucoup d'armes à la suite, quoi. Finalement. Ah oui, voilà, oui, ils voulaient pas en faire trop, voilà. Et bah, je pense qu'on va passer au prochain match, qui, je pense qu'il va pas durer bien longtemps en commentaire, parce qu'il a déjà pas duré bien longtemps le match en lui-même. Il opposait donc Alexander Rousseff, ou plutôt Rousseff maintenant, vu que le lendemain le Alexander a sauté comme avec le Cesaro qui s'appelait avant Antonio, donc voilà, ça c'est la mode. Ou Biggie aussi. Et Biggie, oui, effectivement, qu'on va retrouver après, ouais, qui avait Langston après, c'est vrai que c'est la mode, ouf. Bientôt le prochain ça va être Barrett à mon avis, enfin voilà, ainsi de suite. Mais bon, dans l'immédiat, ouais. Le sujet n'est pas évidemment les noms. Et on a 2 noms qui étaient associés face à Rousseff, qui étaient R-Truth et Xavier Woods.
Xavier Woods plutôt. Et Rousseff l'a emporté dans 2 minutes 53. Pas vraiment 2 minutes 53, plutôt 4, parce qu'avant il a un petit peu défoncé Xavier Woods à l'extérieur du ring avant de s'y mettre sur la trousse et puis de conclure sur lui. Bah, t'en as pensé quoi, Renaud? Ben ouais, c'est un combat fait pour montrer la domination du personnage de Rousseff. Donc j'en attendais pas grand-chose. Ça s'est confirmé. C'est vrai que ça se transforme limite en 1 contre 1 parce qu'il élimine très vite Xavier Woods à l'extérieur avec cette souplesse arrière. Donc il met un peu KO Xavier Woods, puis il s'en prend à Airchouf. J'ai trouvé comme les prises étaient exécutées proprement. Voilà. Oui. Franchement, C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce genre de choses. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, mais les prises étaient assez propres, même vis-à-vis d'Erchouf. Je trouve que ce qu'il a fait, c'était assez propre. Et puis j'aime bien le petit coup de pied de Rousseff, là, une sorte de spinning heel kick qu'il fait pour son gabarit, c'est quand même assez beau à voir. Donc sinon, à part ça, non, pas grand-chose à dire, à part que c'est un combat pour mettre en avant le personnage de Rousseff. Pour la première fois, un pay-per-view, c'est vrai, qui avait démarré officiellement le lendemain de WrestleMania, donc. Pour la première fois en pay-per-view sur un match comme ça, oui, parce que sinon il faisait partie du Rumble et je pense qu'il Oui. était là dans la bataille royale Oui, aussi oui, de non, WrestleMania. mais c'est vrai, oui, je Mais dis après, ça, voilà, je dis dans ça, un mais match je veux comme dire ça. un match, voilà, oui, oui. Exactement. Et Benito, t'as pensé quoi? Même si tu me diras qu'il y a pas Moi, grand-chose à penser, peut-être. Quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit merde, le pay-per-view commence mal. J'ai pas aimé l'opener. Celui-là, bon, c'est un match de weekly pour moi. C'est pas un match de pay-per-view, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, ça montre que Rousseff est fort et puis c'est tout, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, après, j'ai passé à Kevin qui a peut-être apprécié l'Anna la Russe, mais Totalement. eh ouais. Ah Bon, ouais. mais attends, on va passer après ces courbes générales. C'est un petit teaser avec Kevin Fages qui a dit lui squash match, donc il ne sert qu'à rendre Rousseff crédible. Les deux autres ne servent qu'à jobber. Dommage pour Woods. C'est vrai que lui, pour l'instant, pas une carrière glorieuse à la WWE et il risque de pas durer. Et donc ça, bon, ben, à voir. Et pour lui, il fait comme Ryback à ses débuts. Mais bon, par rapport à Ryback, il a quand même beaucoup plus de souplesse. Mais c'est vrai que il ressemble pour l'instant, ouais. Et pour le professeur Rollins, WWE a frisé l'incident diplomatique avec le discours de Lana. C'est vrai qu'il faisait l'apologie de Vladimir Poutine, forcément avec le contexte politique. Ça fait peut-être. D'ailleurs, il y a un article sur un site français là que j'ai vu là, il y a 2 jours qui disait ça, ouais. Non, c'était pas le Gorafi. C'est vrai que ça aurait pu, hein, mais c'était, ouais. Non, c'était un autre, je sais plus, mais enfin voilà. Et sinon, oui, où il dit que Woods n'a servi à rien, à l'image de son premier semestre dans le main roster, et puis Trousse a dû se démerder tout seul face au Golgoth bulgare. Lui, il dit que c'est un étonnant mélange parfait de Kozlov et Umaga dans le style. Propre mais pas génial, et le public s'en foutait royalement. Voilà, voilà. Alors, Kevin. Oui, Tu vas la je suis nationalité du même russe avis que... Hein, oui, totalement. Non, du même avis que notre ami Benito. C'est un match qu'on voit en semaine qui sert à rien en pay-per-view. Après, Rousseff est intéressant par rapport à son gabarit et à sa souplesse. Ça change un petit peu. Mais ouais, clairement, enfin bon, voilà, c'était là et on se demandait un petit peu pourquoi. Alors en plus, ils ont transformé le bulgare en russe. Bon, allez, peut-être, pourquoi pas, vu que Kozlov est plus là, il faut bien un gars des pays de l'Est. Mais bon, finalement, le bulgare, ça changeait un petit peu pour une fois. Et là, on sachant au passage que la sublime blonde Lana est portugaise. Portugaise. Et le lendemain, à Raw, il me semble qu'elle a redit Bulgarian Machine. Elle a redit qu'elle venait de Bulgarie. Ouais, il me semble qu'elle a dit The Bulgarian Machine, Rousseff, il me semble. Ah oui, si, oui, elle a dit, mais c'était assez ambigu parce que maintenant elle fait toujours l'apologie de Poutine, donc voilà. Ouais, parce que physiquement, il ressemble plus à un bulgare qu'à un russe. Et les deux sont en couple d'ailleurs, en vrai. Choqué, ouais. Voilà, pardon. J'avoue que là j'ai brisé le rêve de beaucoup, je pense, mais bon. Ah, complètement. On est traumatisé. J'ai envie de chanter la chanson d'Ajus. Ah bon? Qui est la nanana, Lana en slip. Wouh. Pas mal. Juste. Bonne dédicace, oui. Qu'on espère avoir un jour à l'interview, bien sûr. Si nous écoute. Et donc, on va passer au prochain match. Celui-là, il comptait pour un titre intercontinental entre le champion au début du match Biggie qui affrontait donc Bad Barrett qui avait remporté le tournoi des number one contenders en battant en finale Rob Van Dam. C'était donc ça a duré 7 minutes 55, victoire de Bad Barrett, je dirais sans grand suspense vu la route sur laquelle il était porté. Est-ce que tu partages cet avis, Benito? Ah oui, là par contre j'ai adoré le match. Ouais. Barrett était bien stiff, je trouve. Biggie, on sait qu'il est assez stiff aussi. Pour un big man, enfin même on dirait
presque deux big man, ils ont été très rapides, les prises elles étaient rapides, c'était fluide, il y avait rien qui a servi à rien, quoi. Enfin, tout était utile dans ce qu'ils faisaient, et le finish était bon avec l'esquive de Biggie, ou Barrett, enfin de Barrett qui passe dessous Biggie, qui lui envoie son coup de coude, là, son boule-hammer. C'était un bon finish, un peu inattendu, je pensais que ça allait durer encore 2-3 minutes, parce que le public embarquait bien, enfin, je pensais que ça allait durer encore, ouais, au moins 10 minutes, je pensais qu'ils allaient leur donner. D'où le match de Rusev qui servait à rien. J'aurais préféré qu'il leur donne les minutes. Et non, franchement, ouais, Barrett, bon champion. J'espère que ça va pas faire. Enfin, déjà, moi, je pense qu'en un match, ça vaut tout son règne précédent d'intercontinental champion. C'est les matchs qu'on C'est 3 peut-être même, parce que mine de rien, c'est déjà son 4e en plus. Ouais, mais bon, son dernier, le premier, c'était pour l'établir. Ils ont un peu raté, mais là, c'était le dernier face à Ezekiel là. Ah oui, l'époque de The Core, ouais. C'est là qu'on voit que deux big men qui sont soi-disant dans le même style, enfin Biggie, il a un Ezekiel dans chaque phalange, quoi. Et je pense que ça va quand même servir à faire monter un petit peu en grade le titre intercontinental, puisque Barrett, il est toujours, il frôle quand même toujours entre le mid-card et le up-card, donc ça va faire monter un petit peu la ceinture. Il y aura plus de visibilité qu'avec Biggie. Et puis de toute façon, il y avait que des champions face, donc il fallait bien un heel, et c'est très bien. Et pour Kevin, alors, c'était une mauvaise nouvelle ou pas? Non, du tout. J'ai même toute une théorie sur ça. Un truc de malade, si vous avez un petit quart d'heure à me consacrer. Déjà, content de la victoire de Barrett, parce que du coup, depuis grâce au public européen de l'après-WrestleMania, il a connu une pop formidable. Donc c'est plutôt une bonne chose, quand on se souvient quand même que le gars a mené le main event pendant l'année 2010, 2011 2010. Et que finalement aujourd'hui il a un petit peu disparu, donc c'est plutôt une bonne chose qu'il revienne. Et contrairement à nos amis du Kai du Catch, dont l'analyse est un petit peu plus pessimiste parce que pour eux le titre intercontinental va malheureusement rester là où il en est, j'aimerais avoir une vision un petit peu plus optimiste, et je me dis qu'avec les titres majeurs unifiés qui sont du côté de Raw, pourquoi ne pas faire un titre intercontinental majeur à SmackDown finalement, parce qu'on se souvient quand même que dans les années 90, le Razor Ramon, HBK, que le concept de brand n'existe plus à Et ouais, Kevin, franchement. Je suis un vieux, merde. Et ouais, oui. Pourtant t'as changé de jeu. Les mecs vont à Raw et SmackDown. T'as tout k 14. C'est vrai. Non, je l'ai pas encore reçu, c'est pour ça. Ah pardon. C'est vrai. T'es toujours à SmackDown versus Raw, autant pour moi. Ah ouais, pour moi j'ai la FCW encore dans mon cœur. Non, mais ça pourrait être un truc qui permettrait aussi de replacer ce titre-là, qui était un titre honorifique à l'époque et qui aujourd'hui représente plus grand-chose. Ah, ça, donc peut-être que Barrett pourrait pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Après, au niveau du match, ma foi, je suis pas fan de Biggie, mais bon, je l'ai pas trouvé trop mauvais. Le match est assez long et finalement on s'est pas trop ennuyé des souvenirs que j'en ai, donc ça reste un match correct. Et ma foi, non, ça avait sa place en pay-per-view, enfin en special event maintenant, il faut dire. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oula, belle précision, ça, c'est vrai. Ah, je sers un peu à quelque chose. Oui. Oh, quand même. Non, mais il y avait une belle théorie, c'est bien. Et puis en plus, t'as eu une grosse info à la fin, je rappelle. Donc. C'est facturé à 100 000. Oula. Zut. Bon, bah alors on va accélérer avec Renaud, donc fan de Barrett. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un combat très bien booké, un bon 1 contre 1, bien sympa. C'est vrai qu'il y avait des coups bien stiffs, mais en plus de ça, les mecs sont quand même rapides pour deux big men. Il y avait des bons moves. Ce spear aussi de Biggie entre les cordes à chaque fois qui est super impressionnant. Moi, j'aime bien Biggie. Je trouve qu'il fait des bons matchs. Et Barrett, il revient bien, Barrett. Donc, je suis content. C'est vrai que c'est son 4e titre. Et j'ai noté que Barrett, en fait, chaque année, depuis 2011, il gagne à chaque fois une fois le titre intercontinental, quoi. Il a fait 2011, 2012, 2013 et là 2014. On verra pour la suite. Une Kofi. La première fois en 2011 c'était contre Kofi, la 2012 contre Kofi, puis la dernière fois c'était contre le Miz où en fait il avait perdu en pré-show de WrestleMania 29, mais il avait gagné dès le lendemain. Ah oui. J'espère qu'il va pas faire une carrière à la Kofi, quoi. Ouais, j'espère aussi, mais je pense pas parce qu'il a quand même plus de Mike Steele déjà. Ouais, mais c'est tellement bouché en main event avec une seule ceinture. Je trouve que c'est tellement dommage d'avoir réunifié ça. Enfin. Ouais, après c'est ça, ouais. On le sait, c'est Sunday. Comme vous le disiez déjà avant, Barrett, c'est vrai qu'il fait le saut, mais il n'est pas vraiment main eventer, donc. À suivre, on verra bien. Hein, peut-être, ouais. Il y en a que ça met plus de temps. Au début, c'était difficile, sa gimmick, la bad news. Mais le public a l'air maintenant de bien aimer. On attend quand même toujours le petit speech avant son match. Je pense que
Ouais, ça prend bien. Quand son côté bad news en tapant dans les mains, t'as une bonne partie du public qui tape dans les mains. Bon, faut qu'il reste heel, par contre. En face, ça serait trop fade. Ah oui, lui, il a Je aucune te rejoins, crédibilité, oui, en face, pour moi, oui aussi, ouais. Je pense, ouais. Alors que Biggie, oui, lui, ça peut être un très bon face, effectivement, s'il peut continuer. Là, je rebondis sur l'analyse du professeur Rollins, qui dit que Biggie, s'il continue avec des prestations comme ça, à l'avenir pourrait être sympa pour lui, voilà. Donc pourquoi Ouais, je te pas, ouais. rejoins. C'est vrai que moi, Biggie, j'avais au départ de la défiance, mais finalement, il a énormément progressé, donc c'est plutôt Ouais, mais intéressant. il a pas de micro, il a pas, Ah, c'est ça, bah c'est un espèce lui, il aurait besoin de Kofi costaud, quoi. Voilà. il aurait besoin d'un Paul Heyman ou d'un Zach Colter à la limite, quoi. Ah oui, oui, ah bah oui, dans ce cas-là, oui, il faut des Moi, managers, je vois c'est bien sûr. Colter faire un face turn parce que Biggie l'aurait sauvé d'un truc et l'avoir comme black américain. Franchement, il est bon Colter, donc ça serait bien qu'il soit avec Biggie, moi je trouve. J'aimerais Ah bien. oui. Ah non, mais encore une autre hypothèse, comme quoi, on vous en apporte, donc j'espère que les scripteurs écoutaient aussi. Et ben, j'espère aussi qu'on va apporter de bonnes idées, peut-être dans le match suivant, le match explosif, match 3 contre 3, match simple, du coup, enfin, pas de stipule particulière, dans les The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, contre Evolution, pardon, Triple H, Batista et Randy Orton, victoire de The Shield après 19 minutes 53, petites impressions auditeurs, et, Kevin Fages qui a dit énorme match combat de la soirée, les 6 ont été incroyables, encore une grande victoire pour The Shield, qui montre encore que c'est dans le futur de la WWE. Et le professeur Rollins, dans ce cas-là, bien adapté, très bon match scindé en deux, première partie dominée par Evolution, et ensuite, la deuxième partie vient au Spotfest mené par le Shield. Lui, le résultat le surprend. Il pensait pas que le Shield allait gagner. Ce qui le plonge dans le doute niveau storyline. Parce qu'il aurait aimé que il a aimé aussi le fait que Reigns et Batista restent en retrait. Et le gros de l'action était porté par les autres. Voilà. Alors, semble plaisant. Renaud, t'as partagé cet enthousiasme? Ouais, j'ai adoré le combat parce que les deux mecs, les deux mecs, pardon, les six hommes se sont livrés à fond. Ça m'a fait bien plaisir. Puis en plus, une chose que j'ai notée, c'est que malgré que l'évolution ait déjà existé à l'époque, Triple H, Batista et Orton, ils ont jamais fait équipe en pay-per-view. Donc ça peut paraître surprenant, mais en fait, comme Triple H était le leader à l'époque et que Orton et Batista, ils étaient mid-cardeur, on peut dire. Oui, en Ils plus, étaient... ils avaient des titres différents. Il y avait aussi Ric Flair, donc ouais. Oui, il y a eu un pay-per-view, c'était Armageddon 2003 où ils ont tous là récolté l'or parce que Flair et Batista étaient devenus champions par équipe en battant les Dudley, et Orton avait battu Rob Van Dam pour devenir champion intercontinental, et Triple H avait battu Bill Goldberg et Kane en triple threat match pour devenir champion du monde. Donc en décembre 2003, c'était l'apogée de l'évolution. Donc ils ont jamais fait équipe en pay-per-view les trois. Et là, de les voir à trois ensemble, ça m'a fait bien plaisir. Puis le Shield, hein, mois après mois, semaine après semaine, c'est toujours du très bon. Hein. Seth Rollins, il est génial. Le saut de Seth Rollins m'a fait penser un peu au saut de Jeff Hardy, dans les grandes heures de Jeff Hardy, tu vois. Puis il y a le caméraman aussi, un caméraman qui a chuté. Là, ça m'a plus fait penser à Gus dans les mauvaises heures de Gus. Non, mais c'était du très bon. C'était un très bon combat qui va rester un classique. Dans les années à venir, on pourra encore en reparler. Donc j'ai été très content de ce match. Kevin, aussi charmé que Renaud. Ouais, surtout pour le caméraman qui est tombé et qui professionnellement continue de filmer et de cadrer au mieux l'action. Ah, c'est beau. Chapeau à lui. À mon avis, il n'a pas dû être viré. De là, ce qu'il a eu une promotion, peut-être pas exagérée, mais bon. Non, là, pour me faire porte-parole, par contre, de Vox Catch, il me semble, qui disait l'évolution est malheureusement plus comment dire, n'est plus dans le coup et n'appartient plus à cette ère-là. Je n'étais pas trop d'accord dans le sens où au contraire elle appartient bien parce que c'est la vieille équipe de Réac qui dit que c'était forcément mieux avant et que du coup il faut garder ce qui était avant, et donc le coup d'avoir trois vieux qui sont plutôt bourrins, pas trop techniques, qui sont là pour taper sur l'adversaire, finalement c'est l'ancienne époque et la nouvelle c'est The Shield. Et donc du coup j'ai trouvé les deux équipes bien dans leur rôle respectif. Chacun a bien fait son boulot. Après la petite folie dans le public était vraiment bien foutue. Le seul regret que j'ai pu lire ailleurs, c'est le fait que c'est encore une fois Roman Reigns qui récolte les lauriers à la fin, qui se montre toujours le chef et qui fait le tombé final. Donc bon, c'est la seule petite déception, surtout que j'ai trouvé Dean Ambrose très sympa et Seth Rollins assez discret comme à son habitude, mais toujours aussi efficace. Donc non, franchement, ça reste pour moi le deuxième bon match de la soirée.
Ah, Seth Rollins, c'est assez discret. Moi, perso, je partage pas cette opinion. Enfin, je sais pas si Rubenito le partage aussi. Je sais pas, il me semble plus en retrait au niveau de son personnage. Peut-être Dean Ambrose est complètement taré dans sa tête. Roman Reigns est le chef bien costaud, bien méchant, et Seth Rollins, il me semble un petit peu moins fou parmi les trois. Pour moi, c'est l'architecte, Seth Rollins. C'est ça. Généralement, quand il gagne un match, on va dire en weekly, un match normal, c'est Seth Rollins qui fait 70% du travail. Il fait le tag à Dean Ambrose qui bastonne un peu tout le monde. Et là, Roman Reigns finit tout. Mais c'est quand même Seth Rollins qui est souvent mis en avant dans les victoires et dans les défaites. C'est rarement lui qui prend le pin et c'est souvent lui qui construit les victoires quand même. Donc non, je trouve pas qu'il soit en retrait. C'est Ouais, peut-être après, le c'était fait que plus c'est pas lui qui le- conclut qui te fait dire ça à chaque fois. Non, peut-être au niveau personnage, Ouais, Kevin. au niveau Peut-être au niveau personnage. plutôt, ouais. Au niveau personnage, il est un peu en retrait des deux. Ça manque de folie. Mais après, le in-ring, il est Ah oui, clairement non, là. le ring, après, il est très... C'est lui d'ailleurs qui se rate sur le saut suicidaire à l'extérieur, Mon Dieu, oui. où personne ne le rattrape. Ah oui. Et on voit que même l'évolution fait une tête un petit peu bizarre. Il se demande si on en a pas perdu un en route. Ah, mais il est dingue, lui. On se rappelle du fameux spot à TLC où il était passé à travers les tables. C'était monumental, ça. C'était contre Daniel Bryan, Kane et Ryback. Ryback, ton pote. Voilà. Donc ouais, non, mais c'est un abonné de ça, donc moi j'adore. Mais c'est vrai que bon, le connaissant déjà de l'identité Tyler Black, c'est vrai que comme vous dites, selon ton doute à lui, c'est ses capacités à s'émanciper en personnage seul, parce que c'est vrai qu'on parle depuis longtemps d'un split de Shield qui n'arrive pas et qui n'est pas prêt d'arriver. Et puis quand on voit ce genre de match, on ne souhaite pas qu'il arrive de sitôt. Et puis du coup, c'est vrai le personnage qui a le moins d'épaisseur par rapport aux autres, qui ont une intensité qui sort dans toutes leurs attitudes. Alors que Rollins, bon, la grande qualité a peut-être l'intensité en moins par rapport aux autres. Ce qui n'enlève pas sa qualité, ça c'est sûr. Sinon, moi, le petit carton rouge quand même à Batista, parce que je vais être honnête, c'est lui qui fait les passages un petit peu plus lents dans le match. Et puis, Moi, puis quand je vois que qu'il rouspète beaucoup, que le lendemain il veut pas affronter Bryan, que le lendemain on voit qu'il veut rien faire d'ailleurs, qu'il est limite pas tout à la fin pour un triple powerbomb, que l'évolution a mis le lendemain à Raw à The Shield. Bon voilà, moi je suis très déçu du retour de Batista en tout cas, donc Ouais, pas que toi, Brosti, qui est déçu du retour de Batista, hein, ça c'est clair. Mais en plus, d'ailleurs, t'as vu la foule, là, on l'a bien entendu, hein, la foule, elle était à fond pour le Shield, mais quand c'était quand même Batista dans le ring, alors qu'est-ce qu'il se prenait, lui? Ah oui. Mais par contre, c'est un peu normal que le rythme baisse quand c'est les heels qui dominent, quoi. Ça, c'est Ah oui, non, connu, mais ça je a demande toujours pas été comme ça. un rythme de folie, c'est pas ça, mais je le trouve pas engagé en fait, c'est ça le problème. Bon. D'accord. Moi, je trouve quand même que il avale un peu sa fierté, quoi. Il est venu pour être champion. On lui dit, bah, finalement, ça va être Bryan, tu vas taper à WrestleMania, il tape. Là, c'est lui qui prend le pin. Non, franchement, moi, j'aime pas trop Batista, mais je trouve quand même que, bah, il y met quand même du sien, ouais. Il y met du sien. Il est pas totalement, il est pas totalement refermé à tout ça, quoi. Sinon, il l'accepterait pas. Orton, il pouvait très bien prendre le pin Ah oui, sur c'est vrai que là après moi je dis, mais après oui, c'est vrai que après tout il pourrait dire je me barre comme si un punk a fait, voilà, oui, par exemple. Non, mais pas C'est je me sûr. barre, mais il aurait pu très bien dire, ben moi je reçois Seth Rollins quand il saute, et Orton est sur le ring pour prendre le spear pour finir, quoi. Ah oui, C'était oui, pas aussi, sûr oui. dans l'absolu dans l'histoire. Mais non, il accepte. Franchement, je trouve que il a accepté de rester pour continuer la rivalité avec Shield. Donc je trouve que non, je trouve que c'est pas si mal que ça. Non, et puis comme quoi un lutteur, même un vieux, même un mec qui revient, quand il lutte quasiment toutes les semaines, il retrouve le rythme. Moi je trouve, par rapport à Lesnar enfin Lesnar c'est à part, mais par rapport à tous les revenants qui viennent faire un match, au bout de 4, 5, 6 matchs, il a quand même retrouvé le rythme. Il est plus essoufflé comme avant. Les matchs sont fluides. Il s'habitue aux catcheurs avec lesquels il catch. Non, je trouve que c'est pas si décevant que ça en a l'air au départ, quoi, Batista. Moi perso, je suis bon après c'est très très bien justement les avis différents parce que je suis assez dubitatif moi depuis le début donc Et il j'attends sert de voir. aussi, enfin, si The Shield, si ils n'avaient pas une rivalité avec Batista entre autres, qui dans le roster actuellement en heel est assez fort aux yeux des fans de catch pour que The Shield passe de mid-card à main eventer. Il y a que Batista, Triple H, Orton. Il y a personne d'autre. Complètement. Ah oui, Voilà. c'est pour ça, oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on parlait beaucoup du split de The Shield parce qu'ils avaient affronté tout le monde et l'évolution s'est formée là dernièrement, mais sinon ouais, c'est vrai qu'ils avaient fait le tour. Ça a C'est plus peut-être de ça. poids de battre Batista que Ryback, quoi.
Mais complètement. Ah oui. Voilà, même si Ryback. Ah à oui, non, l'époque, sur le papier, il y a rien à dire. Oui, c'est 31 titres qu'ils ont en face, donc oui. Ouais, mais on parlait du split du Shield aussi, Bruce, en début 2014, parce que c'était ce que la WWE nous montrait, justement. On Ah oui, pensait avec vraiment les que Roman segments, Reigns, Ambrose qui prenait des tombées, enfin. voilà, oui, on se disait, ils vont s'affronter à trois, chacun pour sa peau, à WrestleMania. Finalement, on les avait mis contre la DX et Kane, où ils les avaient atomisés à WrestleMania. Et là, enfin, oui, comme tu dis, hein, comme il dit notre ami du soir, ouais, enfin, ils affrontent des gars qui sont complètement légitimes. C'est Oui, trois main après tout, c'est eventers. vrai qu'on est Evolution, Triple H, c'est Batista et Randy Orton, c'est ceux qui se sont frottés à Bryan lors de WrestleMania, donc après tout, oui. Ah oui, et puis voilà, la carte de visite, elle est énorme, hein. Donc bon. Moi, je pense qu'il y a un tournant pour The Shield, c'est quand ils ont affronté la Wyatt Family. Je pense que même pour la WWE, c'était heel contre heel, mais pour eux, j'ai l'impression que c'était le match qui allait leur servir à ça des deux factions en face, un des deux clans. Et je pense que le fait que le public ait quand même un peu plus soutenu The Shield contre la Wyatt Family, c'est The Shield qui est passé face. Et je suis sûr que si le public avait plus soutenu la Wyatt Family à ce moment-là, c'est la Wyatt qui serait face aujourd'hui. J'en suis sûr et certain, quoi. Ça, c'est fort possible. Ouais, Non, ça, c'est ça c'est un fort débat oui, possible. qui est intéressant sur la longueur. Enfin, c'est vrai que Ça, c'est fort possible parce C'est vrai qu'on est en pleine reality era, là. Et regarde Batista. Batista, au début, il était revenu face, hein. Si la foule ne l'aurait pas sifflé, je suis persuadé aussi que Batista, il partait à WrestleMania face, hein. Ça, ah moi oui, aussi, ça j'en suis sûr. aussi. Ah ben là, on est d'accord. C'est vrai que la foule Batista- détermine beaucoup de choses. Et, ouais. La seule erreur de la WWE, c'est de l'avoir fait revenir le lundi avant le Royal Rumble. S'il rentre 30 au Royal Rumble et qu'il gagne, tout le monde est content. Le fait qu'il vienne avant, tout le monde sait qu'il va gagner. Ah bah Et- oui, et ça c'est ça une perd de connerie. son Tout le monde le sait. Oui, c'était trop écrit tout ça. Donc voilà. Ouais, puis en plus, ce soir-là, à Raw, il est très clair, Batista, je vais gagner le Rumble, je vais être là pour le titre à WrestleMania. Mais même s'il le dit pas, on le savait déjà, mais en plus, ils lui ont fait dire ça, quoi. Donc, non, ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est le problème encore d'Internet où on a toutes les rumeurs qui sortent, donc t'as l'impression que la WWE, elle veut prendre les devants pour, on a même plus de surprise, quoi. Le Batista, il y avait des spots toutes les semaines, il y avait des spots comme quoi il allait revenir le Raw d'avant le Rumble. C'est ça le problème. Oui, mais c'était pas grave. Ils ont déjà eu des rumeurs. Enfin, la rumeur de Chris Jericho qui allait revenir, machin. Ils ont toujours géré. C'était pas grave. Ouais. Ils avaient qu'à dire non, c'est pas vrai. Et puis c'était vrai quand même. On s'en fout. Ah bah oui, non, ça je suis Parce qu'il d'accord. y a quand même Chine. dans le public, il y a quand même 50% de gens qui vont pas sur les forums. Dans le public live, je veux dire. Donc, il y aurait quand même eu des surprises dans le lot, quoi. Ah ça toujours, oui quand même. Surtout les gosses, voilà, ils vont Ouais, pas ouais. aller sur, ouais, sur TMZ et compagnie, enfin, enfin, et puis Dortchit ou autre, voilà, ouais, c'est sûr. Enfin, pour moi, l'analyse du match, elle est juste tout ça, ça sert à pousser Roman Reigns comme la bête des années 2015-2020, quoi. Voilà, ça sert. C'est juste ça, parce que finalement, Ambrose et Rollins, ils n'auront jamais l'opportunité de finir un match en étant montrés aussi puissants que Roman Reigns. Exemple, pour moi, si Roman Reigns avait été champion US champion à la place de Ambrose, la bataille royale, il la perd pas, quoi. Il est tellement montré fort qu'il aurait pas perdu son titre comme ça, enfin, selon moi. Comme on le dit souvent, ouais, c'est vrai que Reigns, il est voué à être le futur main eventer puissant, oui. D'ailleurs, on en parlait récemment qu'il aura bientôt un title shot si ça continue. Hein. Pas dans l'immédiat, mais voilà, à terme. Hein. Dans les recrues, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Dans ceux qui sont arrivés, on va dire, les 3 dernières années, pour moi, c'est le meilleur, pas forcément techniquement, mais en termes de charisme, de puissance. Avec Cesaro, c'est les deux meilleurs recrues, quoi. Ouais, puis Roman Reigns, il a une gueule en plus, donc. Ouais, voilà. Donc, le mec, tu peux vendre des posters avec. Tu sais que McMahon, ça, il regarde de très près. C'est vrai que vraiment, hein, il a tout pour lui. Il a tout pour réussir, en tout cas à la WWE. Là, il est au bon endroit. Et il a quelqu'un de sa famille qui a un En peu plus. réussi, apparemment. Du moment qu'il peut être transformé en toys, c'est plus C'est important. ça. Oui. À partir du moment où ils vont réussir à créer des faux cheveux pour mettre sur les figurines, ça va aller. Il y en a un qui, je sais pas s'il a déjà sa figurine, mais qui a tout pour réussir aussi, je crois, hein, celui qui suit. Hein. Parce que j'ai passé au Steel Cage Match, je pense qu'on a un peu tout dit. Avec Bray Wyatt qui retrouvait John Cena qui avait battu à WrestleMania, et là Bray Wyatt a pris la revanche. Bon, après qu'il y ait un gosse qui soit intervenu avec une voix assez bizarre qui chantait He's got the world in his hands. Enfin voilà. Moi je le fais beaucoup plus mélodieusement que le gosse, hein, mais bon, l'idée est là. Donc victoire de Wyatt qui a pris sa revanche après 21 minutes 11. Kevin, t'as la pensée quoi? Eh bien, comme je disais
à Renault en pré-show off de Wrestles Network. J'ai à partir de ce match définitivement mis hors de mon cœur John Cena. Malheureusement, il est plus adapté aux produits que la WWE souhaite développer et je sais pas. Dur. Je trouve qu'il répond plus à l'attente qu'on avait. Souvent, ça fait quand même 10 ans maintenant qu'il est là. Et je trouve que par rapport à ce que propose la Wyatt Family, le Shield, Bryan, Cesaro, je le trouve hors course. Et il me paraît finalement un peu essoufflé par rapport à tout ça. Alors essoufflé pas physiquement, hein, mais le produit est essoufflé par rapport aux autres. Le Steel Cage enfin voilà, est mauvais quoi. Sincèrement, faut le dire. Il avait tout le plaisir de s'échapper quand il le voulait et il le faisait pas. Wyatt a pas non plus été énorme. Alors on a tendance à dire que Cena se met à hauteur de ses adversaires. Alors peut-être que in-ring, c'est vrai que notre ami Eski Harris a des progrès à faire. En dehors, il est toujours au top, il me plaît toujours autant. Donc peut-être que ouais, c'était le côté in-ring qui manquait. Et c'était surprenant de voir Cena vouloir s'échapper, ne pas vouloir tenter de tomber, alors que c'est le chevalier blanc, celui qui doit régler tous les problèmes. Là, au contraire, il était lâche et il prenait la fuite. C'était un petit peu bizarre. Et finalement, j'ai été assez surpris de ce match que j'ai trouvé mauvais. Et puis bon, là, la fin est quand même bien trouvée. La fin est bien trouvée. Avec le coup du gamin, c'était plutôt une bonne chose. Mais voilà, après, au niveau du match, je reste assez déçu et dubitatif. Cena qui, à un moment, pareil, se prend une série de contres et de coups contre le grillage et qui, en montrant dedans de 3 mouvements, nous sort son sourire frident et puis nous fait le Five Knuckle Shuffle. Bon, je trouve que voilà, ça répond plus à la Reality Era qui est en train de se mettre en place, qui s'est mise en place depuis un petit moment, mais qui va sans doute être le petit truc pour les années à venir. Donc ouais, pour le coup, c'est le mauvais match de la soirée. Ben, moi, je rejoins l'avis de Kevin Fages, là, qui attendait de ce match et qui a été très déçu. Combat lent, sans rythme, avec une domination de Wyatt dans l'ensemble. Et Cena qui pensait qu'à sortir de la cage, c'était vraiment lourd à chaque fois, parce qu'il y avait Luke Harper et Rowan qui l'en empêchaient à l'extérieur, mais bon, parfois de façon assez grotesque. Et puis à la fin, incompréhensible, là, le gosse qui arrive à la voie trafiquée, c'est assez mal foutu, c'est un peu pourri, si je peux me permettre, comme il dit Kevin Fages. Et une victoire clean de Wyatt aurait pu le sortir fort, mais à l'arrivée, c'était un match moyen. Les Steel Cage match à WWE, ça devient assez mauvais. J'ai le souvenir de Triple H contre Brock Lesnar à SummerSlam, par exemple. Non, c'est Extreme Rules. Extreme Rouge, je me Mais prends moi j'avais tout bien le temps. aimé, mais bon, Voilà. c'est ton avis. Non, mais moi j'avais été moins fan. Oui. Voilà. Bon, voilà. Après, c'est vrai que Wyatt, on se souvient qu'au Rumble, il avait battu Daniel Bryan quand même. Hyper clean. Et là, contre Cena, c'est impossible. Après, Cena, c'est sûr, c'est une figure, mais voilà, c'est compliqué. Pour me faire le porte-parole de Darren et Box Catch pour une deuxième fois dans la soirée. Ah, c'est Pierre qui a fait la review. C'est Pierre? Hors base, oui. C'était Darren, autant pour moi. Qui disait justement pourquoi ne pas avoir laissé l'enfant, la voix de l'enfant normale. Ça aurait été encore plus marquant pour le coup, parce que finalement, les seuls fans qui restent à Cena, c'est les petits, et le fait de voir vraiment le gamin qui se retourne contre Cena, je pense que ça aurait été plus fort que le côté voix trafiquée par l'ingénieur du son derrière sa petite platine. Là, pour le coup, j'étais assez d'accord. Peut-être que laisser la voix de l'enfant, ça aurait été encore plus marquant comme moment, parce que finalement, on en reparlera, mais le seul moment marquant de la soirée pour moi, c'est le chariot élévateur moment, quoi. C'est ce passage-là, quoi, qui pourra être ressorti des années, quoi, finalement. Alors que là, avec le petit, ça aurait pu être un fait marquant et ça l'a pas été. Voilà. Renaud, je te laisse la parole. Ouais, non, j'ai trouvé le match beaucoup trop lent. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans le combat, alors que j'apprécie énormément justement Bray Wyatt. Mais là, j'ai souffert. J'ai souffert beaucoup devant ce match. Ça m'a un peu fait chier, je dis la vérité là. Parce que John Cena me saoule et me sort par les yeux. J'en peux plus de John Cena. Je trouve que son personnage aussi, hein, je te rejoins Kevin. Franchement, hein, là, ils ont vraiment fait le tour et il y a plus rien à espérer. On a l'impression, c'est vrai, il est plus dans le move, quoi, le mec. C'est hyper lourd. Et ce qui m'a un peu saoulé aussi, c'est Bray Wyatt qui ressort pas vraiment fort de ce match, quoi. Alors qu'il a tenu tête à WrestleMania dans un très bon match et il avait été over, comme tu disais, Brusty, notamment au Rumble contre Bryan où il avait gagné clean. Là, t'as vraiment l'impression qu'il a besoin de ses deux potes, qu'il s'en sort pas tout seul. C'est limite un match à 3 contre 1 à un moment donné.
quand Harper il est rentré dans la cage, enfin dans le ring, et qu'il a été projeté en haut de la cage. Non, franchement, ça m'a pas plu. J'ai pas aimé le booking et je trouve que la fin elle est un peu what the fuck, comme on dit, avec le gosse qui parle avec la voix trafiquée. Alors pourquoi ils ont pas laissé la voix du gosse normal, je sais pas. Peut-être pour montrer que la C-Nation elle est complètement possédée maintenant par Bray Wyatt. Le gamin n'a même plus une voix de gosse, quoi. Il a la voix du diable, hein, parce que c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont voulu faire, pardon. Limite, hein, c'est la voix de Damien dans la malédiction, là, le film. Non, Ah, t'as des jolies références, oui. Ah oui, des bonnes références, oui, c'est vrai. Non, mais bon, voilà, je suis assez déçu du match. Et par contre, oui, moi, j'avais beaucoup, justement, apprécié le Triple H Brock Lesnar l'année dernière à Extreme Rules. J'ai beaucoup de mal pour les matchs en cage simple. Mais j'avais bien aimé le Lesnar Triple H, mais là, non, hein, de nouveau, ce match en cage ne m'a pas plu du tout. Voilà pour ma part. Rubenito, Moi, le son de cloche ou... Non, pas tout à fait. Moi, le match en lui-même, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. La fin est un peu originale. Je pense que le côté la voix trafiquée, c'est parce que c'est à la base, quand la voix se lance, on est dans le noir complet. Donc, on attendait de savoir qui est-ce qui chante ça. Donc, le fait que ce soit un enfant, c'est pour que ce soit une surprise. Si ça avait été une voix d'enfant, ça aurait trop rappelé le segment du Raw d'avant pour moi. Donc, pour moi, c'est juste ça l'explication. Après, je vous trouve vachement dur avec Cena, quoi. Parce que Cena, c'est pareil, il est gentil, quoi. Enfin, c'est un mec gentil, quoi. Il perd clean contre Bryan. Et dès qu'on lui demande de faire monter un lutteur, ben, il perd s'il faut, il fait monter un lutteur. Enfin, non, franchement, je vous trouve dur. Et peut-être que c'est finalement Bray Wyatt qui a pas. Je pense que Cena, il aurait aimé que Bray Wyatt il prenne plus d'initiative. Ça se voyait parfois, il montait sur la cage, il le regardait. Je pense qu'il attendait à ce qu'il prenne plus d'initiative, qu'il soit plus. Il a été ultra dominé, Bray Wyatt, tout le match, quoi. À part la fin, il lui fait rien à Cena quasiment, quoi. Mais c'est Donc, ça. je pense que alors soit le booking, soit aller savoir si c'est pas Vince McMahon qui a demandé à Cena de faire ça pour voir un petit peu comment réagirait Wyatt avant de l'établir vraiment comme main eventer. Je sais pas. Moi, il y avait une gêne là-dessus sur le match. Je pense que Cena, il sort toujours des bons matchs contre les bons lutteurs et c'est vrai qu'il a du mal à porter un match lui-même, mais ça on le sait depuis 10 ans, quoi. Ouais, et surtout, voilà, Cena se met à la hauteur de son adversaire. Donc là, voilà. pour le coup, c'est pas que lui qui a été mauvais, et Wyatt aussi a pas été d'un coup. J'adore Wyatt et j'ai peur que j'espère qu'on n'a pas atteint son seuil de compétence dans le ring, quoi, parce qu'on sait qu'en dehors, c'est sûrement le personnage le plus intriguant. Ah oui, le micro, il est parfait. Ah, d'ailleurs, une petite précision, il paraît que c'est quand même lui qui retouche beaucoup les textes, en fait, et qui apporte beaucoup de sa créativité dans les textes. Il paraît qu'il est écrit à 100%, moi j'avais entendu ça. Ah, même ça, oui, c'est vrai que je prenais des pincettes en le disant, parce que j'ose pas le croire, mais ouais. Ce serait fou, pas étonnant, ça, quand même. Ah oui. Non, mais après... ce serait fou, quand même, la qualité, quand même, qu'il apporte et tout ça. Waouh. Mais à côté de ça, Cena, au micro, c'est un dieu, il sait s'adapter à toutes les foules. Donc il y a des gens qui sont faits pour ça. CM Punk, il est fort. Enfin, il y en a plein. Hein. C'est pas si étonnant que ça. C'est un personnage. Le personnage, il l'incarne très bien. Moi, je vous dis, depuis l'Undertaker, j'ai pas un Undertaker vraiment début de période. Il y a aucun personnage qui m'a marqué comme ça. Mais j'espère que dans le ring, il va être meilleur que ce qu'il montre, quoi. Bray Wyatt. Après, moi, j'ai une question à vous poser. Selon vous, est-ce que Cena est descendu en mid-card et il affronte un mid-carter qui est Bray Wyatt pour le moment, ou est-ce que Cena est toujours un main eventer et c'est pour monter Bray Wyatt qu'il a une rivalité avec Cena? C'est un main eventer pour moi. Y a pas de... La question elle est très bonne. Par contre, moi, je penche pour l'option numéro 2 quand même. Sincèrement. Oui, mais sachant que Cena est éloigné du titre tant que Bryan l'aura, à peu près, est-ce que finalement maintenant il est pas mid-carter? Mais il a toujours une feud centrale qui ferme les shows et qui est très très utilisée. Là, par exemple, la WWE a encore utilisé pour Main Event une petite promo de Cena comme ça, et puis voilà, c'était... il a tellement un bagage, Cena, il a tellement un bagage derrière lui, il a battu tous les plus grands. S'il est un peu écarté du titre, il perd pas sa classe de Main Eventer. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Il reste Main Eventer selon vous, alors. Ouais, complètement, ouais. Moi, je pense qu'il est de Bray Wyatt, ouais. Il s'éloigne jamais complètement du titre, et il s'éloigne le temps d'aider un gars, et puis il repart un peu vers le titre. Donc, selon vous, cette rivalité sert à faire monter Wyatt dans le Main Event? Ah oui. Pour moi, oui. Ben, moi, j'ai peur que du coup, il nous fasse une petite raille-back, quoi, qu'il rate la marche
parce que son match à WrestleMania, on n'en parle pas, il est bon, mais c'est pas le meilleur match de la soirée. Son match à Extreme Rules, il est moyen. Enfin, j'espère pour lui qu'il va pas faire une Ryback, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il avait une marche à monter, il la rate pas. C'est ce qu'on retient de Bray Wyatt surtout, et la Wyatt Family, c'est vraiment la force qu'ils ont au micro. Après, c'est vrai qu'une ring, c'est peut-être pas le Moi, top j'aime du bien top. Harper, pour les trois, pour moi, Harper dans le ring. Moi perso, Harper, je partage pas, mais bon, parce C'est qu'ils le ont fait rookie de non, bonnes c'est le choses. Harper, Non, c'est le bras. C'est le bras. Donc Ouais. j'attends, ouais. Après, oui, Harper, oui, c'est le plus spectaculaire. Oula, oui. Brody Lee, anciennement, oui. Moi, pour moi, Rowan, c'est le plus mauvais dans le ring. Ouais. Wyatt, c'est entre les deux. Et Harper est le meilleur. Ouais, Et mais au c'est un micro, assemblage, c'est un- du coup, qui est très bon. Quand les trois, ils sont ensemble, c'est vraiment très bon, du coup. Alors, du coup, Ça équilibre serait- les forces, ouais. un titre par équipe à 3, ça serait tellement mieux, quoi. Mais hein, il y a que des équipes de 3, quasiment, à part les Usos. Donc, ça serait, ouais, je trouve que ça Ah serait oui, plus- oui, bah oui, sur le modèle mexicain, les trios, ouais, pourquoi Bon, pas. on met un nain ou Uso, c'est pas grave, on trouve un mini. Oui, un mini peut-être Samoa. aussi, bah oui, parce que oui, FreeNB, Non, mais Los Matadores et El Torito, voilà, ouais, on a les équipes. Ils peuvent faire une équipe avec Roman Reigns, au pire, hein, c'est la reste de la famille, hein. Aussi, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que je le dis assez souvent dans le podcast, les Samoans, là, c'est vrai qu'ils sont tous liés par le sang de façon assez... voilà. On sent quand même. Mais sur ce, bah, je pense que on va passer à la suite avec une petite déception pour Kevin qui nous le disait dans le pré-show comme il l'appelle de Wrestle Network, bah, qui est pas de stipu pour le Page contre Tamina Snuka. Ah ouais, un bon Petit Extreme Diva. Rules match, bien dans le sang et tout, avec des Victoire chaises. de et tout. Page après 6 minutes 18, et ben ouais, il y avait pas de sang. Ça s'est Il fini n'y a plus de sang à la WWE. Il y en a plus. Quelle sans déception. faire exprès alors. Hein. Sinon, moi, l'analyse de Kevin Fages avec l'introduction Tamina Mina voilà. Waka C'était waka ça, voilà. eh. Ah non, mais faut le faire un petit peu ce jeu de mots. Voilà. Bon, il a dit que je sors, mais moi je l'accepte cette vanne. Hein. Match moyen qui est déjà mieux qu'il y a quelques mois. Voilà. Il y a quelques mois, il a une bonne mémoire. Il se souvient d'un match à NXT. Ah voilà, c'est ça. Je cherchais, mais oui. Effectivement, oui, voilà. Donc bon, les divas, c'est sûr, c'est une partie qui est toujours un petit peu bannie par le public. Déjà, au passage, est-ce que vous y avez prêté attention? Bah, Kevin, justement. Alors. Bah pour moi, malheureusement, Tamina est pas l'adversaire qui va servir Page pour la faire monter. Ah oui. À noter aussi, j'ai une réclamation à faire. S'il vous plaît, changez le thème musical de Page. Il est pourri. À partir, parce que c'était son premier, enfin, à la WWE en tout cas. Après. C'est un thème générique qui est bidon. S'ils veulent faire un personnage des divas central, faut changer ça déjà. Et puis non, après le match est bon. Page, au départ, j'étais un peu dubitatif parce que j'avais pas regardé NXT, donc je savais pas trop à quoi elle ressemblerait. Et finalement, elle me plaît plutôt bien. Mais c'est vrai que ouais, Tamina est pas l'adversaire qu'il lui fallait. On attend évidemment tous le duel face à AJ, où ce sera deux gabarits identiques avec deux movesets identiques aussi. Et là, Tamina, c'était le côté bourrin et c'est peut-être pas le plus spectaculaire pour mettre Page en avant. Et du coup, le public a pas été trop réceptif à cette rencontre. C'est un petit peu dommage. J'étais un petit peu déçu. Mais je suis content que Page ait gagné. Rubenito. Moi, je suis attention, fais attention à ce que tu dis sur les femmes, parce que si ta femme écoute. Elle est juste à côté. Oula, attention. Alors. Alors, bah, je les ai trouvées toutes les deux moches. Par là. Non, donc vous l'entendez rigoler, je pense, je sais pas. Page pour moi, j'attends de voir. J'ai pas regardé NXT, donc il paraît qu'elle est très forte, mais j'attends de voir. Et puis bon, je suis un peu du même avis que Kevin, mais finalement ils ont pas le choix, quoi. Contre qui à la place de Tamina? Il y avait personne, donc ça a été Tamina. Ça aurait pu être Aksana, à mon avis, ça aurait été à peu près le même match. Ouais. Page a l'air d'avoir une bonne émission. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai regardé une fois, ça m'a pas. Mais autant il y a certains matchs de diva ces derniers temps là, depuis début 2014, qui étaient bien. Je trouve que Brie Bella, depuis elle s'entraîne un peu avec Daniel Bryan, c'est quand même ça a changé un peu dans le ring. Mais après, il y a pas trop de diva à part AJ. Il y a pas trop de diva qui me donne envie de regarder un match, quoi. C'est vrai, c'est le problème. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu aujourd'hui. C'est vrai que la WWE est déçue du roster diva, donc davantage plus d'espérance dans le roster NXT, donc à voir. Et puis c'est vrai que l'absence d'AJ se sent aussi. Donc, après, ils ont totalement
décrédibiliser Natalia, donc forcément maintenant, si Natalia a gagné un match, c'est presque par chance. Donc ouais, Natalia en heel dominatrice, je pense que ça serait très bien pour établir Paige, quoi. Et puis surtout, c'est malheureusement la conséquence d'un développement de mannequins dans le ring et non pas de catcheuses. Qui, ben aujourd'hui, voilà le résultat, quoi. On a voulu développer le côté mannequinat de Total Diva, et pas avoir de vraies catcheuses. Ouais, même si je mets le bémol pour connaître Paige, pas personnellement malheureusement, mais quand même, elle est de l'école qui n'est pas dans le plastique mais sur le ring, et donc, mais elle a été parachutée d'un coup, donc aussi il faut le voir. Elle fait partie de la lignée des catcheurs indie, hein, avec Cesaro, avec Brian. Elle fait partie de cette nouvelle génération, donc c'est forcément à mettre en avant. Donc, le problème, c'est que les divas, tu comptes sur le bout des doigts, quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Ben voilà. Il y en a Le plus beaucoup. développement n'est pas évident là-dessus, il n'y a pas de développement justement, oui c'est vrai. Ouais. Parce que Emma, c'est un peu moyen aussi, quoi. Ah ça oui, ça Emma malheureusement oui c'est moyen, ça je confirme, ouais. Après, Paige, elle aura servi à un truc, c'est une des meilleures vannes de Zeb Colter, quoi. Si elle a un enfant avec Sheamus, ils pourront pas la sortir. Je trouvais ça marrant à cause du soleil. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, la peau très très blanche, oui. Donc. Ouais. Ouais, il a dit si elle fait un enfant avec Sheamus, même pas la peine qu'il la mette dehors. Elle pourra pas prendre le soleil, elle sera transparente. Enfin, c'est Zeb Colter qui a dit ça. Ouais. Ah oui, dans sa liste déportation. Dans le ring, ouais. Il fera un joli couple tous les deux. Sinon, oui, pour finir avec les divas, bon, est-ce que Renaud a quelque chose à dire? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui l'aime beaucoup, dont j'aimerais parler vite fait. Vas-y, tu veux parler de qui? Bah, Shana, qu'on a vu en Rosebud, si elle pouvait venir, pour quelques matchs, là, voilà, on parle de dynamisation, mais c'est pas la priorité, là, de Shana, c'est la Shana, qui va des fois à touche pas à mon poste, là? Ouais, c'est elle, on l'a vu mais en réalité, elle est vraiment très bonne, hein, in-ring. Ouais, franchement. Ah ouais, non, j'avais vu un match de elle sur le net, c'était bien, quoi. Ouais. On l'avait eu en interview d'ailleurs, je rappelle, vous pouvez écouter. Ah oui, non, mais ben pourquoi pas, c'était très agréable de la voir. Là, elle accompagne souvent Adam Rose, donc maintenant parmi ses Rosebud, donc c'est vraiment sympa à la voir. Donc pourquoi pas. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire. Et puis coup, parce que il est fort possible qu'elle nous écoute. Donc voilà. Bah, je vais passer au main event alors, qui porte quand même le nom du pay-per-view. Il en faut bien un. Extreme Rules match pour le titre de WWE World Heavyweight entre Daniel Bryan et Kane. Victoire de Daniel Bryan après 22 minutes 29. T'as pensé quoi, Rubenito, de cette folie un petit peu peut-être? Alors moi je trouve qu'on l'a bien vu quand ils étaient en équipe, ils ont une alchimie ensemble qui est monumentale. C'est vraiment, je pense qu'ils se regardent et ils savent ce que l'autre va faire. Ah c'est vrai, c'était à Team Elno avant, donc oui. Ouais, je trouve que vraiment ils ont une alchimie particulière. Je pense qu'à la WWE, il y avait que eux il y a que cette alchimie là qui est vraiment flagrante. Le match en lui-même, il est bien moyen. Quand ça va dans les coulisses, ça devient bien. Le côté transpalette, ouais, c'est un peu gros, quoi. Kane, il reste quand même endormi presque une minute sur le transpalette. Je trouve que c'est un peu dommage. Il galère à le faire tomber. C'est Kane qui se met sur le bord et on le voit ramper un petit peu pour que Brian il arrive à le faire tomber du transpalette. Donc ça, j'ai pas trop aimé finalement. Ah non, mais c'est pas évident dans le truc. C'est vrai que le gars il peut pas tomber comme ça, ouais, c'est vrai. Je comprends. Je trouve que c'était bien. Sauf que c'était un peu raté, je trouve. Je trouve que c'était bien, mais raté. C'est risqué les choses comme ça, je suis d'accord. Hein. Donc la table en feu, ils nous l'ont ressorti, donc ils la sortent que pour les grandes occasions, donc ça c'était bien. Sauf, voilà, pareil, j'ai eu le plaisir gâché parce que en regardant en live, quand j'ai vu les mecs arriver avec les instincteurs, je savais ce qu'il allait se passer, quoi. Parce qu'on voit d'abord les pompiers arriver avec les instincteurs se mettre autour, et je l'ai vu en live, je sais pas pourquoi, j'ai vu ce pompier arriver avec un instincteur. Et je me suis dit, ah merde, il va allumer la table et il va tomber dessus. Et c'est vrai que du coup, on a le plaisir qui est gâché un petit peu. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été ça. Le pauvre Kane est quand même. Et là, on voit toujours, par exemple, quand il y a des apparitions surprises de Kane, on voit qu'il y a ces trucs installés là sur le ring à chaque fois. Le pauvre. On voit toujours tout là quand lui il fait quelque chose. Et ouais, c'est dommage pour lui. Mais après, je pense que de toute façon, Kane,
Enfin, pour moi, ça méritait pas le main event. Ça devait être Shield Evolution le main event. Je comprends même pas pourquoi. Ah, ça moi n'a aussi pas été. j'étais surpris, mais après c'est le titre, et donc voilà. Ouais, mais bon, c'est quand même plus important parce qu'en plus avec ce qui s'est passé un petit peu après WrestleMania entre son mariage à Bryan et la mort de son père, on l'a pas vu, donc la rivalité, elle a pas été mise trop en avant. Donc pour moi, le main event, ça devait être Evolution contre Shield pour ce pay-per-view là. Après peut-être le prochain non parce que Bryan est plus présent maintenant, mais là il s'est absenté 2 semaines sur les 3. Donc je trouvais que c'était sur les 3 entre WrestleMania et Extreme Rules. Donc je trouvais que c'était pas à eux de faire le main event. Surtout que Kane, bon, malheureusement ça fait très longtemps qu'il est là et on l'a jamais trop. Enfin, il est plus trop crédible. À part quand voilà là avec son masque, oui, mais sinon moyen quoi. Ah, c'est sûr que Enfin, le voilà. passage sans le masque, ça l'a un peu tué, ça, cet avis. Voilà, après, j'ai les avis, la professeure Rollins qui a pas été embarquée dans le combat, même s'ils ont pas ménagé leur peine, beaucoup d'objets utilisés, mais jamais de façon innovante, et lui, il a pas aimé, de toute façon, les passages en backstage. Et puis Brian ferait un piètre cariste. Bon, ça, je sais pas, j'avoue, j'ai jamais fait ce métier. Donc, voilà. Et combat sympa, mais pas inoubliable, voilà. Ouais. Et Kevin Fages qui a ajouté, pardon, ça donnait envie sur le papier, ça donnait pas envie pour lui sur le papier, mais il a adoré le match. Il y a tellement de choses, d'objets qui ont été utilisés que c'était sympa, avec du suspense à la fin. Bon, évidemment, il s'attendait à la table quand il a vu un peu tout le monde, comme tu le disais, ouais, avant. Surtout que c'est impossible de prévoir des choses comme ça inattendues dans l'ère actuelle de la WWE. Donc voilà. Voilà. Non, parce que sinon après, oui, il analyse la fin là avec sa note. Donc ça, on verra après. Kevin. Ouais, pour en revenir à ce que disait, mince, j'ai un trou. Benito. Voilà. J'avais un trou, désolé. Par rapport au fait que les pompiers arrivent avec les extincteurs, ça a été un peu trop gros et c'est vrai que ça a gâché la surprise parce qu'ils se cachent pas du tout. On les voit bien arriver avec leurs petites bonbonnes, donc du coup ça gâche un petit peu le plaisir. Mais sinon non, après pour le coup du chariot élévateur, à noter que Daniel Bryan est écolo, il pense à couper le moteur, c'est important pour la planète. Ça m'a fait rire ça, oui. Oui, moi aussi. C'était bien. Et sinon non, c'est pas le segment lui-même est un peu raté parce que Kane tient une demi-heure dessus, puis on voit que c'est lui qui se fait descendre tout seul de la palette. Mais bon, ça rappelle un petit peu les moments où Stone Cold arrivait avec les voitures et les tanks, tout ça dans les shows de Raw. Donc là, ça sera forcément un truc qui sera ressorti toutes les années, quoi. On pourra pas l'oublier. Après, non, ça a été extrême, tout y est passé. La bonbonne de gaz dans le pare-brise de la voiture, ça aussi c'était pas mal. Sinon, tout a été plutôt bien exploité. La seule déception, c'est que on savait déjà que Bryan allait gagner. Et dans le match en lui-même, ça s'est vu, c'est Bryan qui mène la rencontre. Il n'y a pas eu vraiment de réponse de la part de Kane, que ce soit dans le ring ou dans les coulisses. C'est Bryan qui fait tout, quoi. Même si c'est Kane, il me semble, qui amène Bryan Ah oui, au à début, oui. l'extérieur du ring. Mais bon, après voilà, on sent que ça tourne vite en faveur de Bryan et que c'est lui qui mène tout. Donc oui, c'était la confirmation de Daniel Bryan, visage de la WWE. Enfin voilà, c'était le condensé de la soirée niveau extrême. Il y avait tout en un match finalement. Et ça résume un petit peu aussi tout le PPV. C'est que d'un côté, voilà, ça a été bon, ça n'a pas été mauvais, mais ça n'a pas été non plus extraordinaire. Voilà. Après, ça reste un bon match à regarder, assez plaisant. Mais voilà, les matchs extrêmes où dès qu'il y a des objets ou quoi, comme tu disais, Brusty, ça devient forcément un petit peu plus intéressant. Donc non, c'est un match à regarder malgré tout, mais ça reste pas le grand match de la soirée qui pour moi était effectivement The Shield Evolution. Ouais, ouais. Oui. J'ai fini ma phrase. Non, mais c'est bien, oui. Non, parce que après, t'allais dire ta note, on la verra après. Suspense. Ouais, suspense, ouais. Alors, Renaud. Peut-être dirais... notre monsieur historien. La dernière fois qu'une table a été enflammée à WWE, c'était quand? C'était WrestleMania 22 avec Edge contre Mick Foley. Bien. Ils l'ont plus fait depuis, parce qu'après on a eu la PG era, donc ça a plus été fait à la WWE. Et là, ouais, ça m'a fait plaisir, même si ça n'a pas non plus le... Comment dire, ça c'est pas un choc comme quand Edge l'a fait avec Mick Foley. Hein.
Oui. Parce que là, ça va très vite. Mais c'est quand même beau, ça fait plaisir de revoir ça. J'ai trouvé le match, moi je l'ai trouvé divertissant le match, voilà, pas plus. Juste divertissant. C'est-à-dire que le moment où ils vont en backstage, j'ai trouvé ça sympa. En fait, au début, je me suis dit ça va être un Extreme Rules, comme on en a eu ces dernières années. C'est-à-dire ils vont nous sortir 2 chaises, 2 coups de kendo stick, ça va s'arrêter là. En fait, non, ils sont allés dans les coulisses, ils ont fait quelques trucs. Alors ça reste extrême, mode WWE, hein, bien sûr. Pas non plus s'attendre à des trucs de fou, mais parce que souvent quand c'est des trucs de fou, c'est esquivé justement. Style la bonbonne qui est jetée sur Brian, qui l'esquive et que ça part dans le pare-brise, comme le disait Kevin. Il y a quelques trucs comme ça m'a fait quand même plaisir de le voir. Je note quand même la descente de la tête de Brian. C'est vrai qu'on parlait de Kane qui se laisse tomber tout seul, mais juste après, il y a quand même cette descente de la tête de Brian qui est superbe. Franchement, quand on voit le replay au ralenti, elle est vraiment belle à voir. Donc voilà, c'est un match divertissant, pas plus. J'ai noté quand même 2 petites choses. La dernière fois que Kane était dans un match pour le titre de champion du monde en pay-per-view, c'était à No Way Out 2012, où il y avait aussi Daniel Bryan dans le match et CM Punk, c'était un triple threat. Et la dernière fois qu'il était en main event tout court, c'est-à-dire le dernier combat du pay-per-view, en pay-per-view, c'était à Hell in the Cell 2010, face à l'Undertaker, donc ça remonte quand même à plusieurs années. Voilà. Ah ben oui. Non, c'est utile. Et puis avec Kane, d'ailleurs, l'histoire prochain pay-per-view devrait s'écrire dans un Buried Alive match. J'espère. Il s'y connaît aussi dans ce stipule, donc Oui. pour qu'il aille se reposer. J'espère que ce sera ça, ouais. Ah oui, non, moi aussi. Je suis d'accord. Pour moi, je pense que c'est la stipulation Extreme Rules match qui a tué finalement le match. Parce que du coup, on savait que Bryan allait gagner. Parce qu'il pouvait pas perdre contre Kane juste après WrestleMania avec une hype de 8 mois juste avant, quoi. C'est clair. Et donc du coup, tout ce que Kane faisait d'extrême, entre guillemets, on savait que ça allait pas servir. Même quand il sort la table enflammée, on sait que finalement, ça va se retourner contre lui. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a tué le match. Alors que s'ils avaient mis, parce qu'il fallait mettre cette stipulation dans un match, s'ils l'avaient mis dans le Shield contre Evolution, et qu'ils avaient mis un match pour le titre, je sais pas moi, peu importe, Inferno, même Inferno, ça aurait été mieux, quoi. Même si on l'a eu il y a pas longtemps, je pense que ça aurait été déjà plus indécis, quoi. Pour moi, je pense que c'est la stipulation qui a tué le match finalement. Ouais, mais ils ont voulu faire durer, il y a qu'à voir la fin après le match, Kane se relève, Brian a peur, voilà. Ah, c'est pour montrer que ça va continuer, c'est tout. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Le fait que Kane commence à avoir peur de Kane, je trouve que c'est un peu moyen, quoi. Ah oui, ça, oui, ouais. Voilà. C'est très moyen. Ah oui, très moyen. Il y a qu'à voir au Raw d'après, voilà. Tant qu'à faire, on évoque un petit peu le Raw déjà là. L'implication de Brie, ça j'aime pas trop, j'avoue. Là, franchement, c'est pas inspiré. Même s'il peut défendre ça en disant je protège ma femme. C'est ça le problème justement. Ouais, c'est que... Non, dans ces cas-là, tu lui dis de partir et toi tu te prends Kane en tête à tête, quoi. Ah oui, en plus ça donne des segments moisis à l'arrivée, donc ça décrédibilise pour moi. Donc faut qu'ils arrêtent vite fait ça parce que pas bonne direction pour moi. Non. Donc voilà, mais bon, sur ce, on va passer à la note du pay-per-view, donc sur 10. Alors, est-ce que tout le monde a sa note déjà dans la tête? Ouais. On va passer à la tienne alors. Alors moi je mets un 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 parce que sur l'ensemble des matchs, j'ai pas été convaincu à 100%. Mais en même temps, il n'y a aucun match mauvais. Donc la plus basse note qu'il pourrait y avoir, c'est 50%, enfin 5 sur 10 on va dire. Mais vu que le Shield Evolution est très très bon, et moi j'ai trouvé le Cena Wyatt pas trop mal, enfin tout est pas trop mal à côté. Et finalement le pré-show qui fait monter la note, donc du coup pour moi on est à 7,5 sur 10, ouais. Moi, les petites notes auditeurs, parce que peut-être que Kevin a encore une petite hésitation, sait-on jamais. Le professeur Rollins, qui lui note 6,5. Un pay-per-view agréable au final, mais pas indispensable, qui aura souffert d'un manque d'implication du public pour lui. Les prestations in-ring solides pour la majorité des matchs proposés, mais qui resteront pas gravés dans les mémoires pour autant. Kane Fages, celui qui a noté à 7 sur 10. Déçu du Cena contre Wyatt, surtout la fin du match, et très content de The Shield qui monte encore à WWE. Alors la note de Kevin. Eh ben, je vais mettre un 7. C'est un 7 honorable. Le match de Cena justement a été mauvais. Il y a eu 2 bons matchs vraiment marquants. Mais comme je disais, c'est pas un pay-per-view qu'on retiendra. Je crois que c'est justement les Cage du Catch qui ont fait ce titre-là.
C'était pas mauvais, mais c'était pas terrible non plus, quoi. Il y avait pas de mauvais match. On peut pas dire que c'est un mauvais pay-per-view comme la WWE avait pu nous habituer il y a quelques temps. Mais en même temps, bon, c'était pas non plus dans la droite lignée du Royal Rumble et du Elimination Chamber qu'il y avait eu juste avant WrestleMania, où là c'était assez costaud. Là finalement on est retombé dans quelque chose d'un petit peu plus classique. Donc bon, ça se regarde, mais voilà, il n'y a pas de moment de folie, à part le passage avec le chariot élévateur de Brian, le passage dans le public avec The Shield d'Evolution. Mais sinon voilà, ça reste un show moyen. C'est pas, voilà, c'était pas mauvais, mais c'était pas terrible non plus, donc 7 sur 10. Renaud? 7 sur 10 aussi, et exactement pour les mêmes raisons que Kevin vient d'évoquer. Donc, je vais pas faire plus long. 7 sur 10 pour moi aussi. Ah bah oui, et puis moi, là aussi, je vais pas faire très long, je vais faire 6,5 parce que pour la même raison que Professeur Rollins, voilà. La note finale quand même est pas si oubliable que ça, mine de rien. 6,92, c'est pas si mal que ça. Hein. Ouais, c'est clair. Wrestle Radio, c'est une bonne note. Hein. Voilà, c'est pas mirifique, mais De toute façon, c'est un pay-per-view qui se laisse regarder facilement, hein, sincèrement. Après Extreme Rules, c'est toujours comme ça. C'est après WrestleMania, c'est des revanches en général. Ouais. Tous ceux qui ont gagné à WrestleMania ou presque perdent à Extreme Rules. C'est souvent comme ça. Donc, c'est un peu ce qu'on attendait, quoi. Ah oui, pas de réelle surprise, ouais. Peut-être rapidement évoquer le Raw du lendemain. Bon, on l'a un petit peu évoqué, mais que pensez-vous de Sheamus, champion des États-Unis, donc qui retrouve le titre hein, s'il avait déjà eu une fois, c'est la mort. Je trouve ça génial, moi. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. S'ils veulent pusher le titre US, c'était ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a envie de le prendre à Sheamus. Donc finalement, qu'il y ait une rivalité qui s'installe, une vraie. Et Sheamus, c'est quand même très 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 bon dans le ring, pour moi. C'est le meilleur big man à la WWE. Donc celui qui va vouloir venir lui prendre le titre, eh ben, ça peut faire que des bons matchs. Et oui, et en plus, ça introduit déjà un heel turn. On le voit déjà un petit peu dans l'interview en coulisses et qui fait sa petite remarque, moi je m'en fous des sentiments maintenant après voilà. Je suis de l'avis de Ken Fages, ça qui dit que c'est bien parce que maintenant, lui il espère, mais moi je pense que c'est déjà acté un petit peu que son turn arrive bientôt car en face qu'est-ce qu'il était lui dit chiant. Bon moi je préfère dire fade, mais voilà c'est sûr que même le public voulait plus le voir ces derniers temps, donc c'est pour dire qu'un heel ça ne peut que le relancer. Il était bien au début en face quand même chez Mus. Ah oui, au début, ouais, mais voilà, on parle avec Sina tout à l'heure. Sina, c'est depuis la nuit des temps. Mais il faut renouveler les personnages, c'est ça le problème. Pour moi, chez Mus, il a une gimmick qui est forcément d'être ou champion ou d'être dans la course à un titre. Donc forcément, quand il y a plus de titres pour lui, c'est-à-dire que quand ils ont unifié les titres, lui, il a plus rien, quoi. Donc, pour moi, c'est une gimmick qui est que je chasse un titre où je suis champion et celui qui veut venir, je le prends tête dans le ring, quoi. Pour moi, c'est juste ça, sa gimmick. Il a le truc du brawler, donc ouais. Et voilà. Chaque fois, ouais. Après, c'est très bon pour le titre, par contre, hein, parce que c'est quand même un main eventer, on va dire. Sheamus, en tout cas, il a le profil main event, donc quoi qu'il arrive, le titre. Ça peut être que bénéfique pour le gars qui va le battre un jour, quoi. Sinon, il y a d'autres avis sur ça de la part de Kevin et Renaud. Pour moi, Sheamus champion des États-Unis, c'est comme Barrett champion intercontinental. Ça peut servir à remonter un petit peu les titres. Il y a encore un Européen champion irlandais. Ouais, aussi. Ça fait 3 champions européens, dis donc. L'invasion européenne. Mais non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais plus si vous avez déjà joué à un jeu de catch, je sais plus lequel, où il y avait une genre de rivalité où il faisait un clan de Grande-Bretagne, quoi. Je trouvais ça excellent, comme avec William Regal un peu en manager. Il y avait Barrett, Sheamus qui s'associaient, qui faisait un clan United Kingdom, quoi. C'était vraiment bien, et je pense que ça serait un truc à faire, quoi. Avec Drew McIntyre, Barrett, Page, William Regal et Sheamus. Ça serait génial. Je me souviens qu'au moment du Royal Rumble 2010, quand Sheamus et McIntyre sont dans le ring, il y a Lawler qui commence à parler de la Celtic Connection. Et c'est vrai que ça aurait pu faire un bon truc par équipe. Malheureusement, ça n'a jamais été tenté. Mais ça peut être un truc à faire. Hill, pourquoi pas, quoi.
Ouais, bon là c'est un peu tard maintenant pour McIntyre, mais Mais non, pourquoi pas, ils se disent, Ouais. mais, enfin, il y a que des clans, donc pourquoi pas former le nôtre, mm. et ça Non, sauverait d'ailleurs, quoi. ça serait une bonne idée. Petite remarque de Renault éventuellement ou Moi, content pour Sheamus qui revienne un peu avec une ceinture, même si c'est la ceinture US, je pense que ça va faire du bien à la ceinture et ça va faire du bien à Sheamus aussi, qui soit un peu, voilà, avec un titre, ça va être intéressant et j'attends de voir pour la suite. Mais je suis vraiment content pour Sheamus parce que c'est un bon big man, c'est un des meilleurs big men à la fédération et je me rappelle encore de sa feud contre le Big Show aussi où il avait bien mis le Big Show en avant, ça avait donné des très très bons matchs. On avait été étonnés à l'époque de voir le Big Show dans ces matchs-là. C'était très sympa, donc j'attends de voir pour Sheamus et très content pour lui. Ouais. À choisir, j'avais quand même préféré les Del Rio Big Show. Et à noter que lors d'un live tour à Nîmes, Sheamus et Barrett s'étaient affrontés et dans le ring l'alchimie avait été excellente. Donc peut-être opération en réalité. Ouais, ils ont eu des bons matchs en weekly aussi, hein. Ces deux, c'est Ouais. clair. Donc ils ont un petit truc tous les deux. on sait jamais, un champion contre champion, oui. à un moment donné. C'était à l'époque où Orton s'était fait suspendre, il avait remplacé un peu Orton chez Mus dans sa rivalité avec Barrett, je crois bien. Ouais, c'est ça. On vous reprécise toujours des choses, c'est intéressant ça ma foi. Et et puis moi je vais finir juste par une petite remarque rapide pour continuer sur les Européens. Quand on a Cesaro le Suisse, on a Lana, enfin la portugaise russe, Rousseff qui est vraiment bulgare, je crois, ou moldave, je sais plus, fait par là. On peut espérer Bachana la portugaise et puis Sylvester Lefort le français et Marcus Louis, pourquoi pas. Ça serait sympa tout ça, mais la WWE se rapproche bien de nous, c'est très sympa ça je trouve. Sinon Kevin, alors t'avais une grosse news vis-à-vis d'un catcheur. Allons-y. Ah, Breaking. Et ouais, CM Punk va bien, c'est une bonne nouvelle. On l'a vu faire du hockey sur glace il y a pas longtemps, il est très mauvais, il tire tout le temps à côté, mais il est content, il est là, il a payé l'abonnement. Et justement, c'est là la théorie, on sait sans doute pourquoi il est parti de la WWE, c'est tout simplement car il était abonné aux Blackhawks de Chicago, et vu qu'il ne pouvait pas assister au match, eh bien il a préféré rompre son contrat. Donc voilà, c'est tout ça pour du hockey sur glace. Quelle passion. La vérité est faite. Eh ouais. bien, merci Kevin. Ma foi, c'est oui, non mais c'est vrai en plus. Non mais c'est sérieux ouais, en plus. Ça reste à confirmer officiellement, mais Quelle bande de menteurs. Pour aller voir du hockey, il a quitté son boulot parce qu'il en avait marre. Et il se trouve qu'il était abonné au hockey, quoi. ne brise pas la magie. La passion, la passion. Moi, de toute façon, je n'aime pas CM Punk parce que ma femme en est amoureuse, donc je l'aime pas. Ah, bah ça se comprend, oui, d'accord. Ah oui, bah ouais, forcément. Ouais. Elle est amoureuse de qui d'autres sinon à WWE? Non, que Del Rio. CM Punk. Ah oui, Randy Orton. Randy Orton, Ah, voilà. Non, je comprends pas. Je pense qu'il est mal foutu, je comprends pas. Goldust. Mais le mec, Non, non, Randy Orton et CM Punk. Qui ont rien à voir. ah tous là les là, deux, ce mais, Orton. Ouais, par les tatous, ouais. Ah, CM Punk, il y en a un qui va approuver, c'est Verpa, parce que lui aussi il déteste CM Punk, mais lui par contre il a pas, c'est pas une attache, non, c'est différent, c'est un feeling. Ce petit coucou à Moi, Verpa d'ailleurs. je l'adore en tant que sœur, après, attention, hein, mais Ah, c'est le physique qui passe pas, oui j'ai compris. Il a trop de tatous, attention, faut te faire tatouer autant. non, et honnêtement, je trouve que c'est pas trop cool ce qu'il fait, enfin, voilà. Je trouve que Ah se fait ça, bon, c'est vrai que soudainement, c'est vrai que ça, ce sera toujours un débat là. Les circonstances de son départ là, d'un coup gros silence. qu'il a envie de mettre un bon carton à la WWE, c'est son droit, mais au moins une explication, ne serait-ce que dans une interview, dans un podcast, chez Jim Ross ou chez Jericho, comme il veut, mais... Ah, mais- il réserve ça pour chez nous, je pense. On va l'inviter dans pas longtemps. Ah ouais. Bon, Stone Cold. C'est vrai qu'il y a des podcasts très sympas. C'est vrai, Hero Benito, là, tu les as évoqués, ouais. C'est vrai. Jim Ross, dernièrement, là, avec Shawn Michaels, qui a dit que la décision de la fin de la streak était décidée 4 heures avant le match. Donc, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très bien, moi, ça. j'étais pas là pour WrestleMania, mais moi, j'ai même l'impression que Lesnar, il a appris pendant le match. C'est possible aussi, oui. Parce que- Les officiels, Regarde, certains officiels le savaient avant, mais sinon, voilà. Pour moi, regardez bien le finish. Undertaker, il parle à l'oreille de Lesnar et il lui dit fini maintenant, quoi. Et 30 secondes après, ça se finit. Ah ouais, non. Regardez bien juste le finish à l'occasion. Et pensez bien à ça. On voit Undertaker qui parle à Lesnar. Il lui dit genre finis-moi maintenant. Il tente le tombstone, il retourne, F5 et c'est fini. Et même l'arbitre ne sait pas qu'il doit taper 3, il hésite. C'est vraiment bizarre. Ce finish, il est vraiment bizarre, je trouve. Ah mais c'est bien, en plus on revisite des théories, ouais non mais c'est bien, non, n'hésitez pas à réagir sur ça éventuellement, voilà, il y a plusieurs points.
On va passer aux partenaires. Vous pouvez bien réagir, partenaires, d'abord c'est nous-mêmes, les partenaires. Vous pouvez réagir sur le Facebook, Wessos Radio officiel, sur le Twitter, @Wessos Radio. Nous écouter sur iTunes, sur archive.org, sur YouTube, nous écrire à wessosradio@gmail.com. Après, on passe au site, donc FNLut, donc c'est par ce biais qu'on a Rubenito, c'est très bien. Voxcatch, donc évoqué précédemment par Kevin, donc la review faite par Pierre, anciennement Orbaz, et maintenant il faudra vous habituer, il s'appelle Pierre, c'est son vrai prénom. Avec prochainement, d'ailleurs, on vous partagera ça aussi, une interview de Pierre Booster Fontaine, le boss de l'ICWA, donc il va accueillir Chris Hero quand même, donc c'est pas mal ça. Ensuite, il y a Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum de notre ami Showtime, la radio de Kevin, Revolt, voilà, et le site Wrestling Original. Je crois que j'ai rien oublié. Le menu est quand même bien sympa là dans les prochains jours parce que vous aurez jeudi prochain la sortie d'une interview du catcheur français Roméo qui fait son trou aux États-Unis, champion dans une fédération, et donc vous apprendrez à mieux le connaître. Et on vous repassera aussi son interview écrite que Sébastien avait fait. Sébastien qui a fait aussi, et ça c'est actualité immédiate, une interview, il a participé à une conférence call avec les Wolves, les champions par équipe de la TNA. Donc intéressant à suivre, vous aurez l'audio, vous aurez la retranscription aussi écrite, et n'hésitez pas à réagir surtout par tous les biais. Bien sûr, on aura aussi un podcast NXT à la fin du mois, on aura ensuite un podcast TNA sur Saint-Anniversary à la moitié, à la mi-juin. Le prochain pay-per-view de la WWE, ce sera Payback, qui aura lieu aussi à peu près vers la mi-juin, non début juin même, ce sera avant le podcast TNA, autant pour moi, une semaine avant. Donc voilà, on vous détaillera un petit peu les dates au fur et à mesure, mais dans l'immédiat, donc c'est Let's Not Wrestle, n'hésitez pas à réagir à ce numéro, et bien sûr les interviews, et merci beaucoup à Rubenito pour sa première, ma foi, c'était très bien. Merci, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup. Et puis pour le petit avis féminin aussi, c'était très très bien, ma foi. Non, c'est vrai en plus, c'est toujours un petit peu avoir. C'est toujours utile d'avoir l'avis d'une femme, c'est toujours utile. Voilà, non mais c'est vrai en plus. Oui. Non, c'est bien. Et puis merci à Kevin aussi, ma foi. Jamais 203 pour Payback. On verra. On va essayer. Non, mais vous avez une nouvelle recrue qui est nickel, donc je peux repartir tranquillement. C'est vrai, oui, ma foi. On étoffe l'équipe, vous voyez, il y a différents avis, donc c'est bien. Pas forcément les régions, mais on verra plus tard. Moi, je suis plutôt, quand je regarde du catch, j'ai envie de me divertir. J'aime le côté technique, mais j'aime le divertissement en premier, quoi. Donc la WWE, c'est pour ça que je préfère cette fédération-là aux autres. N'hésitez pas à dire d'ailleurs pourquoi vous aimez la WWE, tant qu'à faire, aussi. Hein. Très très bien ça comme idée de réaction. Donc la seule radio. Effectivement, oui. Et rendez-vous donc pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à regarder bien attentivement sur Facebook le forum Wessels ou le Twitter ou nos sites partenaires pour les infos qui vous sont communiqués les sorties des interviews précitées. Donc voilà. On vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez. Et puis à la prochaine. Vous avez le thème song de Bray Wyatt qui quand même sorti vainqueur de ce pay-per-view. Donc voilà. À la prochaine. À ciao. Salut les amis, salut tout le monde. We're here.